Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on va traiter d'actualité régionale, bien sûr, et surtout nationale et peut-être même internationale si on a le temps de se rendre là. Après 2 semaines où on n'a pas été en ondes parce que, bien sûr, on devait couvrir les campagnes électorales qui sont importantes dans notre secteur, on est de retour et avec moi, le sublime et non le moindre, M. Jules Simard. Bonjour, M. Simard. Bonjour, ça va? Ça va bien, toi? Ah, on est en forme, il faut bien. Hein, on reprend. On a suivi ça de loin, même si on n'a pas pu faire d'émission en raison justement de la campagne électorale, mais on a quand même essayé de suivre l'actualité. Oui, il faut. D'ailleurs, je veux revenir sur cette couverture de la campagne électorale qu'on a fait, nous, ici, à la télévision locale. Je tiens à remercier tous les candidats qui sont prêtés au jeu. J'ai reçu tout le monde ici en entrevue pour pouvoir discuter de leur point de vue, de ce qu'ils voulaient réaliser, pourquoi ils se lançaient en politique. Cependant, il y a 2 choses je voudrais remettre certaines pendules à l'heure. Il y a une journée, il y a quelqu'un qui est venu ici en studio pour nous accuser un peu de faire de la partisanerie. Je tiens à dire qu'on a couvert la campagne de manière très, très professionnelle, que chaque candidat a eu exactement le même temps, les mêmes questions et la même durée d'exposition à la télé. On a mis les capsules sur le web. Maintenant, si un candidat décide de publier sa capsule 20 fois par jour, on n'en est pas responsable. Fait que peut-être que vous avez vu plus de capsules que d'autres, mais rendu là, on n'est pas responsable de ça. Autre chose, on a entendu que des gens trouvaient que ça manquait de journalistes chevronnés à la télévision. Je tiens à dire que je suis à la barre de cette émission d'actualité depuis plusieurs années, que j'enseigne la science politique et aussi les communications à les étudiants en ATM qui seront possiblement de futurs journalistes. Donc, je considère que je suis assez chevronné pour pouvoir poser des entrevues et que la télévision fait un superbe travail. Et j'ai avec moi M. Simard. M. Simard, vous êtes un journaliste chevronné. C'est quoi votre bagage de journaliste? Ben, moi, j'ai commencé à ma sortie de l'université en sciences politiques. J'ai commencé à faire du journalisme à la télévision qu'on appelait communautaire dans le temps, celle qui est ici. J'ai été de l'équipe pas de l'équipe, pardon, j'ai été embauché par le diffuseur à ce moment-là, qui était de Lebeau TV. Et j'ai donc fait cela pendant une couple d'années avec en même temps j'avais de la correspondance, soit pour CKRS Radio, soit pour Radio-Canada ou ces choses-là. Et en 1977, si ma mémoire m'est fidèle, 77 ou 78, j'entrais au journal L'Étoile du Lac, où j'ai été jusqu'en 1980. J'étais journaliste dans le secteur de Saint-Félicien. En 1980, je me suis ramassé au Pagret Dimanche, où j'ai fait jusqu'en 1982-83, où là, j'ai entré dans la salle de rédaction du quotidien. Et en 1983, on ramenait un journaliste plein temps dans le secteur du comté de Roberval et j'étais celui qui est revenu. Donc, je quittais la salle de rédaction à Chicoutimi, mais je me ramassais dans le comté ici. Par la suite, j'ai été correspondant aussi, parce qu'à un moment donné, j'avais décidé de me lancer en affaires, donc j'ai arrêté de faire du journalisme pour me lancer en affaires. Toujours en affaires, j'ai parti une revue économique qui s'appelait L'Investisseur Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai perdu beaucoup d'argent, par exemple. Mais c'est un bon investissement. ça a été une bonne expérience. J'ai par la suite fait 1001 métiers, dont celui de communicateur au niveau de ce qu'on appelait les attachés politiques. Entre autres, à la fin des années 90, j'ai été attaché politique au niveau du député Benoît Labrise pour revenir au journalisme en 2006, où là, j'ai été au Nouvel Hebdo jusqu'en mois de février dernier là-dessus. Donc, on pourrait dire que tu es un journaliste chevronné? Bon, peut-être pas. Je ne sais pas si le terme chevronné est correct, mais disons un journaliste avec une certaine expérience. Donc, j'espère que ça remet les pendules à l'heure. Je tiens à dire qu'on a couvert la campagne de tous, de chacun. Quand il y avait une conférence de presse, même si c'était annoncé à la dernière minute, nous étions présents tout le temps. Donc, je crois que nous avons fait un travail professionnel et intègre. Je tiens à le dire à tous. Et si vous vous sentez concerné par mes propos, probablement que vous l'êtes. Là-dessus, eh bien, on va commencer avec les actualités.
Pour commencer par une actualité plutôt joyeuse, hier, c'était l'Halloween. As-tu passé l'Halloween, Jules? Je l'ai déjà passé. D'ailleurs, mon épouse sortait hier une photographie de quand les enfants étaient jeunes et où j'étais déguisé dans une très grosse sorcière. Et je l'ai passé quand j'étais là. Mais là, maintenant, les enfants ayant grandi, c'est maintenant aux petits-enfants. Et j'ai une petite fille et qui, elle, a simplement 10 mois, là, a été déguisée, mais elle ne peut pas dire qu'elle a passé C'est correct, c'est correct. Moi, avec 3 jeunes enfants, eh bien, on a passé l'Halloween. Il faisait très froid, mais c'était très agréable. Oui, avec les vents hier aussi. Oui, avec les vents. Et puis, c'est ça. On a peut-être passé moins longtemps, mais on a quand même ramassé beaucoup de bonbons. Les gens sont extrêmement généreux. Merci à tous ceux qui donnent. Maintenant, on va tomber dans quelque chose de plus sérieux. On va parler des élections. Ça s'en vient. C'est le 5 novembre prochain. On aura d'ailleurs sur nos ondes la soirée électorale. Donc, si vous voulez écouter, vous pourrez écouter ça. Revenons sur l'élection à la préfecture. 4 candidats qui ont débattu. Il y en a 3 qui ont débattu cette semaine. Il y en a un autre qui a décidé de ne pas venir débattre et de faire une conférence de presse à lui seul. C'est correct, c'est un choix. On est en démocratie et dans un pays libre. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de cette course-là? 4 préfets, 4 personnalités très différentes. On parle de M. Jean-Pierre Boivin, qui est le préfet sortant, M. Luc Simard, M. Marcel Gauthier et M. Peter Wendell. Donc, quelle est ton analyse de ces 4 candidats-là et qui tu penses? Il faut savoir aussi, c'est vrai que quand l'émission passe, les élections sont terminées, on sait qui a gagné. Vous le savez, nous, on ne le sait pas encore. Donc, ben là, je pense que ce que ça va permettre, à l'élection, moi, ce sur quoi je vais avoir les yeux, c'est fort probablement le taux de participation dans la municipalité rurale. Parce que ce que je pense peut-être que l'élection pourrait être ce que les citoyens de Dolbeau-Mistassini veulent avoir comme préfet. Ce que j'ai peur, c'est effectivement que le taux de participation soit assez élevé dans le secteur de Dolbeau, ce qui fera en sorte que les 4 candidats qui, en passant, sauf M. Boivin, sont des résidents de Dolbeau-Mistassini. Il y en a un qui est effectivement résident du secteur Sainte-Élisabeth-de-Prou, qui est un secteur qui est sous la juridiction de la MRC. J'ai eu l'occasion de parler plus particulièrement à 3 des candidats qui sont en présence. Je pense que ce qu'ils se disaient, eux aussi, c'était la préoccupation du vote dans la municipalité. Parce que l'idée, c'est que quand, mettons, dans ta municipalité, le maire est élu par acclamation, par exemple, ou il n'y a pas vraiment d'élection, est-ce que les gens vont quand même sortir aller voter pour la préfecture? C'est ça. En fait, la question est vraiment là-dessus. C'est ça qu'on... Je te dis pas qu'il n'y en aura pas, là. Il va certainement y en avoir qui vont se présenter pour être candidats. La campagne n'aura peut-être pas nécessairement permis, je pense en tout cas, là, de voir les particularités. C'est-à-dire qu'on a eu... j'ai pas pu assister à l'ensemble de toutes les débats ou enfin les rencontres qui ont pu se faire. Là, étant maintenant à la retraite, je laisse aux autres le soin de m'informer, comme on dit. Par ailleurs, j'ai pas senti, sauf peut-être cette semaine-ci, là, où on a eu quelques attaques, bien, ce qui me tanne toujours, moi, c'est les attaques personnelles. Oui, ça ne sert à rien. Non, c'est pas, ça ne donne rien de faire des attaques personnelles. C'est véritablement de faire une campagne électorale où on a des idées. Moi, je maintiens que ça sert à ça, une campagne électorale, à faire à exposer des idées, des projets, des visions de ce qui peut se passer. Alors, je suis un peu déçu du débat qui s'est tenu sur la question. Peut-être que c'est parce qu'on a eu une absence aussi de débat chez certains qui ont fait en sorte que, bon, on n'a peut-être pas pu voir exactement l'ensemble des propositions. Il peut y avoir une influence aussi sur le vote de l'élection de dimanche. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va en être.
D'accord. Adolbo Mistassini, donc 3 anciens conseillers qui se présentent à la mairie, Mme Claire Néron, Mme Françoise Bergeron et M. Pascal Cloutier. Là, on a des propositions quand même, on Oui. entendait, des propositions assez claires. Il n'y a pas eu de débat non plus d'organiser, il n'y a pas eu de sondage, donc on ne sait pas trop dans quelle eau on nage, mais... Je pense que ça va être serré. Moi, Ouais. Moi je m'attends à ce que ça puisse être très serré à l'élection. Pourquoi? Tu sais, je reviens toujours au même aspect, moi, dans mon analyse électorale d'un milieu. Les personnes qui connaissent telle personne, peu importe, ils vont fort probablement appuyer. Ah, tu comprends que, bon, on a des gens qui connaissent Pascal Cloutier, qui, au départ, lui, il est gagné. On a des gens qui connaissent Françoise Bergeron, qui sont gagnés aussi à elle. Et au niveau de l'autre candidat, c'est la même affaire. Alors, ce phénomène-là fait en sorte que on a des familles, des familles amis, politiques, oui, hein? tu sais, qui, portent un appui. Donc, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas 600 000 électeurs dans Dolbeau-Mistassini et qu'on commence à avoir un certain appui au départ là-dessus. On n'est pas Et 600 ça, 000, puis c'est peut-être quoi, 40 des gens qui vont se présenter aux urnes? oui, habituellement. Quoique, à Dolbeau-Mistassini, je pense, en tout cas, je n'ai pas en tête là, les statistiques, mais il me semble qu'on est, à peu près, on est près du 50 habituellement. Mais c'est pas grave, la légitimité est quand même là parce que ce sont ceux qui s'expriment, malheureusement. Et en fait, le 50 c'est un peu comme la publicité qu'on voit actuellement du DGA, qui nous démontre que moins de la moitié des gens vont voter, inscrits sur une liste, vont voter aux élections municipales. Bon, donc on est peut-être effectivement en moyenne. Là, Et pourtant, là-dessus. c'est le palier de gouvernement qui est le plus proche de nous. C'est là où on devrait être le plus sensibilisé et avoir le plus le goût d'aller voter, j'ai l'impression. Exact. Il ne faut pas oublier que dans ces candidatures-là, on a des conseillers sous l'Ancien Conseil qui se présentent. Et donc, ils se présentent aussi avec entre guillemets, une forme d'expérience de la chose municipale. C'est pour ça que je pense qu'on peut avoir un résultat assez serré au niveau de l'élection à la mairie, plus particulièrement. Au niveau des... puis en plus, ce qui donne une possibilité, je pense que c'est sur 2 sièges, mais mes fidèles, où on a des élections au niveau de conseillers. Donc là aussi, ça amène une clientèle, si je peux m'exprimer ainsi, d'électeurs qui vont faire en sorte qu'eux vont se partager. On n'a pas eu effectivement le sondage d'opinion. On a eu l'affichage des pancartes essentiellement dans la dernière semaine, là, dans la campagne. Il est très C'est bien actif ça. sur Facebook aussi, par exemple. Et semblerait-il, oui. Moi, je suis peut-être un peu moins actif et je sais qu'à la maison, on est un petit peu plus actif au niveau de mon épouse et effectivement, on a pu voir qu'il y avait une campagne électorale assez ardue aussi sur Facebook, comme on dit, ou encore les médias sociaux. Bon. T'as-tu une prédiction? Non. Je me risque. C'est correct, parce que je tiens à te rappeler, on va y revenir tantôt, mais à Saguenay, tu avais fait une prédiction qui s'est avérée. Elle s'est avérée très fausse. Oui, c'est correct. À Sainte-Jeanne-d'Arc, on a une course à la mairie aussi. Oui, madame. En fait, c'est les 2 anciens candidats de 2013 qui sont aussi en présence à la mairie. Ça va être intéressant. Dans ce que je connais de la vie politique municipale à Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est vraiment peut-être 2 visions qui vont être qui sont en jeu, si je peux m'exprimer ainsi, à Sainte-Jeanne-d'Arc. Ça va certainement là aussi être intéressant et surtout susciter, je pense, la participation au vote. Ben oui, c'est ça. Ça l'amène une vie démocratique. C'est sain d'avoir plusieurs candidats. Hein? C'est ça l'objectif. C'est fondamental. Plusieurs candidats font en sorte que quelqu'un peut peut-être être élu en récoltant 25 des voix, mais
Tu t'interroges-tu sur sa légitimité? Pas nécessairement. C'est sûr qu'il ne détient pas 50 des votes, mais il détient une majorité de votes Mais qui ça, sont exprimés. c'est notre système C'est électoral ça, qui est de cette façon-là. Donc, ça permet à quelqu'un, tu sais, tu travailles en fonction, tu te dis, bon, on est 4 candidats, là, donc sur une base théorique, on pourrait gagner avec 25 plus une. Et tu te dis 25 de X électeurs, OK, c'est correct, je peux peut-être aller travailler un peu plus sur tant d'électeurs dans ma campagne. Ça permet aussi de mieux cibler les interventions que tu as à faire auprès des électeurs, surtout quand tu fais du porte-à-porte ou encore des rencontres individuelles avec des gens ou téléphoniques ou aussi par médias sociaux. C'est-à-dire, on parle beaucoup, on va peut-être parler de Saguenay, là, mais on parle beaucoup d'utilisation des courriels là, pour pouvoir être en mesure. On va changer de MRC maintenant. Saint-Félicien et Roberval, il y a 2 courses qui semblent intéressantes. Plus lacrimonieux à Roberval qu'à Saint-Félicien. Oui, qu'à Saint-Félicien. On me dit que... c'est sûr, j'ai moins couvert, là, ou j'ai moins suivi celle de Saint-Félicien. On me dit que, par ailleurs, des échos que j'ai pu avoir là, d'électeurs et de participants, plus particulièrement à la vie politique à Saint-Félicien, on me dit que, bon, là, ça pourrait être serré aussi à Saint-Félicien. À ma connaissance, il n'y a pas eu non plus de sondage qui a été réalisé ou enfin de sonde de l'électorat d'une quelconque façon. On me dit que M. Potvin ne l'aurait pas haut la main. Okay? C'est souvent ça quand ça fait longtemps qu'on est au pouvoir. Oui, il y a cet élément-là qui entre en ligne de compte. Cet élément-là. Il ne faut pas oublier aussi que dans son mandat, il n'y a pas eu nécessairement une grande opposition, mais il y a eu beaucoup de critiques de la part d'un comité de citoyens qui a été mis de l'avant. Alors ça, qu'on le veuille ou non, ça mine pas la crédibilité, mais ça mine la popularité d'un maire aussi, parce qu'on dit, bon, ben, il n'y a pas eu de l'air d'avoir fait un des bons goûts, hein, il y en a fait aussi des moins bons. Alors là, c'est là que tu entres dans la ligne de compte. Il ne faut pas oublier que tu es un ancien conseiller, donc qui était de cette équipe-là. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Là. Puis les gens aussi, ils ont l'impression... ils ont besoin ou ils veulent du changement. C'est souvent le mot. D'ailleurs, je tiens à dire qu'à peu près 80 des slogans électoraux ont le mot changement à l'intérieur. Ça me fait rire. On pourrait peut-être innover un peu à ce niveau-là. Oui, effectivement. En fait, c'est un peu, je pense, la pratique électorale au Québec. On suit peut-être en cela les États-Unis. On sait qu'aux États-Unis, candidat à la présidence ne peut pas être élu plus de 2 mandats. Okay? Or, on tient ça. On te fait faire 2 mandats, 8 ans, et après, bon, tu ne peux plus te représenter. On sait qu'on va avoir du monde nouveau qui va se représenter. Tu as un peu la même affaire en Russie, là, mais il y en a un qui a réussi à contourner pas mal la loi là-dessus. D'autre part, ici, on vote. Tu sais, tu fais affaire à quelqu'un 2 mandats. Habituellement, un gouvernement va faire 2 mandats. Un parti va faire 2 mandats. Et au 3e, bon, bien là, ça joue un peu plus. Là, on a l'idée de changer le monde qui va nous diriger est peut-être plus forte. Et ça, tu sais, quand tu regardes l'histoire électorale au Québec, c'est un élément, pour moi, que je relève. Quand tu fais 2 mandats, ton 3e est très difficile à obtenir. On va essayer de casser la baraque et voir ce qu'il y en a. Je pense que ça, même ceux qui réussissent, on voit leur appui diminuer tangiblement. On n'a qu'à penser à Jean Tremblay. Là. Exact. Tu te rends compte qu'après 2 mandats, on dirait que l'électorat est prêt à changer le monde. À Roberval, maintenant, où c'est la guerre, en fait, là. C'est pas tendre. Je pense que ça origine un peu de la personnalité du maire sortant. Bien, il y en a beaucoup qui disent ça. Le maire sortant est quand même quelqu'un qui a
comme on dit, peut-être un peu d'imprévu dans sa façon de faire, ce qui fait en sorte que ça occasionne des frictions et malheureusement des attaques personnelles. Et ça, là aussi, c'est un peu triste. encore là, on dit c'est ça qui fait de l'action, mais c'est pas vrai, c'est pas de la politique, ça. Fait de l'action on veut même. pas savoir ce que tu penses de l'autre, puis pourquoi tu l'aimes, puis tu l'aimes pas. On veut savoir ce que tu as à proposer, qu'est-ce que tu vas changer, comment tu vas développer. Exactement. Exact. Ça donne rien, le fait de... ça donne rien, je m'excuse, là, ça en gagne, ou ça fait perdre des élections de faire des attaques personnelles. Mais en tout cas, on n'a pas ça. Aux États-Unis, c'est rendu de la grosse mode à cette heure-là. Ouais. Si tu as eu le moindrement un petit écart de conduite de quelque nature que ce soit, ça te disqualifie quasiment, alors que 99,9 % de la population font ces mêmes écarts. Mais c'est une autre affaire. On va en parler d'ailleurs parce qu'on va parler de Saguenay, la course à la mairie, donc 4 candidats là-bas. Et je regardais le débat qui a eu lieu au cégep de Chicoutimi, les commentaires qu'il y avait après. Il y a beaucoup de gens qui critiquaient en fait Dominique Gagnon sur justement, pas son programme, mais son ton, ses attaques envers les autres candidats. Puis je trouve que ça lui a fait perdre des points. Là. Je te dirais que c'est la politique que Jean Tremblay avait faite au cours de tout son mandat. Donc, on a dit, cette formule-là est bonne, on va la poursuivre. Mais ça ne donne rien. Ça ne donne rien, je m'excuse. Il y en a un qui a gagné encore une fois. Mais c'est parce que ça ne permet pas de faire avancer la société. Non, puis tu sais, souvent quand c'est jamais de ta faute, c'est toujours la faute des autres. On peut-tu parler des vrais enjeux? C'est ça. Et ça permet d'éviter, justement, puis après ça, de dire comment ça se fait que le monde est désabusé de la politique? Le monde est désabusé de la politique parce que la seule affaire, c'est des attaques personnelles l'un à l'autre. Fait qu'on est tanné des attaques personnelles l'un à l'autre. Ouais. Ça désabuse la population. Ils font se chicaner, mais là... Ouais. C'est pas un débat chicané en passant. Hein? Non, c'est ça. Et clairement. Puis je tiens à dire, en tout cas dans le débat à Saguenay qui a eu lieu au cégep de Chicoutimi, quelque chose de particulier. C'est un candidat qui a défendu un autre candidat face aux attaques personnelles. Face aux attaques personnelles. C'est ça. Je pense que le débat va avoir été... j'en ai pris un à Radio-Canada en partie, où là, j'ai pu voir... là encore, là, des attaques personnelles, mais j'ai pu voir un peu, comme les candidats s'interrogeaient un envers l'autre, on a pu voir, mais comment vous allez le financer, cette affaire-là? Est-ce que vous allez chercher ça dans la poche des contribuables? Est-ce que, c'est quoi les revenus? Alors, au moins, on avait, des idées de quelqu'un qui nous disait, voilà... On n'essaie pas de discréditer la personne, on essaie de réfléchir sur ses idées. Exact. Oui, c'est ça. C'est pas... d'ailleurs, c'est ce qui permet de voir, tu vois, lui, il veut nous emmener là de telle façon, puis l'autre veut nous emmener là de telle façon. C'est là qui est de la vraie politique. Alors, j'avais tout. Puis, c'est sûr que tout le monde retienne les attaques personnelles, mais c'est facile, hein, aussi, de faire... Supposons que tu vas couvrir, on parlait de journalistes chevronnés tout à l'heure. Supposons qu'on couvre une campagne électorale, un débat de cette nature-là, et que, dans le débat, on assiste à une véritable chicane. Si tu veux vendre ton papier là, comme journaliste, là, c'est beaucoup plus facile de parler de la chicane que de parler des deux thèmes qui ont eu lieu avant, où là, tu avais eu des idées. Parce que toi, ton texte, c'est pas le débat au complet. Le débat au complet, là, OK, il dure 1 heure et demie. Toi, là, il faut que tu fasses un article de journal qui va être lu dans un maximum de 2 minutes et demie, parce qu'à la 3e minute, tout le monde ne se souviendra pas de ce qui est écrit au début, et il va surtout ne pas se rendre jusqu'à la fin de ton texte. Alors, tu sors quoi? Tu sors, entre guillemets, l'élément un peu plus sensationnel qui s'est passé dans le débat. Et là, tu tables là-dessus, puis tu dis, voilà ce qu'il y en a. Ça, là, c'est le phénomène d'être lu, écouté ou entendu. OK? Si je veux... ça a brassé fort hier dans ce débat-là. On n'a rien dit quand on a eu dit ça, mais ça a brassé fort. C'est ça. Mais tu sais, moi, j'avais cette réflexion-là lors de la dernière course à la chefferie au PQ, où au début de la course, tout le monde disait... C'est plate, il ne se passe rien, parce qu'on parlait les candidats parlaient de ce qu'ils voulaient faire avec le Parti québécois.
Et là, ça a commencé à lever quand on commençait à s'attaquer. Exact. Puis là, mais sauf que au moment où ils s'attaquent, là, on parle plus de rien. Non. On réfléchit pas. On Non, avance du rien. tout, du tout. Et c'est là c'est un peu le vice de la couverture journalistique et qu'est-ce qui ressort. Oui, puis c'est parce que c'est ce que le journaliste ressort, puis le politicien, lui, il le sait, fait qu'à un moment donné, C'est en plein il va ça, vouloir donc il en se dit à un mettre. moment donné, il va falloir en mettre si je veux parler de moi. Ouais. Tu sais, cet élément-là, c'est le vice de la couverture. Puis moi, personnellement, j'ai toujours été fatigué de faire cela, Ouais. mais il fallait qu'on le fasse pour pouvoir être lu. Puis j'imagine que c'est aussi ce que ton patron te demandait. Bon, faut pas, tu sais, c'est sûr et certain que tu n'as pas de commande sur comment est-ce que tu couvres l'événement. Ce qu'on te dit, c'est qu'on sait qu'on veut que ton article soit lu. Ouais. Hein? Parce que c'est avec ça que je vais vendre la publicité après, à qui que ce soit. Alors, si je ne suis pas lu, il n'y a pas un chat qui va vouloir acheter la publicité parce qu'il n'y a pas un chat qui me lit. S'il n'y a pas un chat qui me lit, tu sais, bon, le vice, la roue tourne dans ce sens-là. Alors, tu essayes toujours. Comment que... malheureusement, dans mon 2 minutes et demie, je passais peut-être 30 secondes sur le point chaud et j'essayais de mettre du stock dans les 2 autres minutes. C'est ça, c'est correct. Donc, ça fait un peu notre dernier bilan. La semaine prochaine, on va parler des grands gagnants, des grands perdants. On va arriver avec les résultats. Ça devrait être très, très, très pertinent et fascinant donc pour les 4 prochaines années. Qui dirigera notre belle région dans ses municipalités et ses préfectures? Je veux revenir aussi sur la victoire de Richard Hébert, qui est le premier député libéral depuis 37 ans dans Lac-Saint-Jean. C'est quoi ton analyse de cette campagne? Qu'est-ce qui a fait que c'est Richard Hébert du Parti libéral du Canada qui a remporté? Quelle analyse? Je dois radoter, mais je vais quand même amener le comté Roberval à une première élection, quand c'est les premiers candidats, va toujours voter le maximum pour le parti au pouvoir. Donc, c'est ça qui a joué le plus selon toi? C'est sûr et certain que ce phénomène-là a joué. L'autre phénomène qui a joué aussi, c'est, on l'avait dit, la campagne électorale va se jouer en bonne partie à Alma, en raison du fait qu'on partait du principe que chacun des secteurs appuierait fort probablement le candidat qui vient du coin. Et qu'à Alma, il y avait 2 candidats, remarque, Marc Maltais, au Bloc, et il y avait Mme Dallaire pour le NPD. Ben, tu as vu, Mme Dallaire n'a pas été capable de rien sortir à cette élection-ci. Et Maltais, tu as les gagné à Alma. Et par la suite, il a gagné à Alma. Par contre, Richard Hébert a pu maintenir une certaine proportion du vote qui a fait en sorte que ça lui a permis d'amasser dans le reste du comté les majorités qui l'ont fait élire. Ça, c'est correct. On a voté, oui, pour le pouvoir. Je pense qu'il y a eu un bon coup dans cette campagne-là pour eux autres aussi, qu'on le veuille ou non. Justin Trudeau amène avec lui certain éventail de votes. Oui. Et il s'est présenté ici avec ses enfants, s'est présenté ici avec l'idée d'écouter, on va élire quelqu'un qui... Puis moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai comme l'impression qu'il l'a avec le monde. Parce que partout où il passe, les gens... J'ai eu l'occasion de lui serrer la main, si je peux m'exprimer ainsi, lors de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. J'étais dans une des tables là, où il a visité. Il visitait. Ouais. Le gars, là, quand il va rencontrer quelqu'un, là, il regarde toute sa foule. Il passe à côté, puis il y a effectivement une forme d'aura. C'est sûr et certain que quand tu es suivi par un paquet de gardes du corps, tu vas me dire que ça aide, là, mais indépendamment de ça, il a une propension à aller vers les gens et à être sympathique à l'endroit des gens. Et lorsqu'il a passé à côté de moi, j'étais debout, il a passé à côté de moi, on s'est juste regardé un peu du regard, il est revenu, il est venu me serrer la main. Ça, là, ce type de geste-là, c'est le geste d'un politicien qui me dit, qu'il soit contre ou pour moi, je
j'ai une forme Il y a un d'attrait contact, pour là. lui. J'ai une forme de contact. Alors, il m'a très fermement serré la main. Bonjour, M. Trudeau. Bonjour, monsieur. J'espère que ça va bien. Tout. Et même, puis il est reparti. C'est sûr que moi, je ne suis pas un selfieur. Alors, je ne vais pas prendre de selfie, mais à une minute où est-ce que tu avais des gens, oui, je voudrais prendre un selfie. Oui, il était ici. Disponible. On sent qu'il est disponible pour les gens. Ça a dû sûrement aider. Là-dessus, c'est le phénomène. Mais il est dans un bain de foule, puis je suis pas mal sûr que son... On est loin que d'autres premiers ministres que je ne nommerai pas. Ah oui, exact. Les bains de foule étaient allergiques. Ouais. Alors, Génial. c'est ça. J'ai hâte de voir maintenant qu'est-ce que ça va amener. Parce qu'on dit qu'un nouveau député, ça y prend à peu près 2 ans avant d'être familier. Oui, avant d'être familier avec la machine. Là. Maintenant, il reste que, tu sais, ton travail, c'est simple. Oui, tu vas être familier avec la machine, mais tu as quand même tout un parti là, qui est là derrière toi, des gens qui sont attitrés à faire en sorte de t'aider. À faire tes attachés politiques, ton personnel politique que tu vas avoir, quand même des gens qui, habituellement, surtout au fédéral, qui originent du parti, qui connaissent bien déjà la machine. Donc, ça te permet j'ai hâte de voir de qui va s'entourer dans le comté. Oui, c'est vrai. Ça va être quelqu'un... Moi, j'ai entendu quelques noms, là, je ne les nommerai pas. Ouais, Parce que d'un coup. OK. Malheureusement, je n'ai pas entendu. J'aimerais prendre 1 minute pour féliciter Christian Gay-Poliquin qui a remporté ce matin le prix du gouverneur général pour son 2e roman, Le poids de la neige. Quelqu'un de la région, donc c'est agréable de voir. Il est originaire de quel secteur? Je ne sais pas exactement. OK, c'est beau. Mais c'est toujours agréable de sentir qu'on a... Bien, je pense qu'on a toujours eu ça, on a un bagage artistique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on crée des artistes, je ne sais pas, on est un incubateur d'artistes. Et puis, et voilà, voilà un autre. Bravo à Christian Gay-Poliquin pour son prix du gouverneur général, le roman à lire cet hiver d'ailleurs, qui s'appelle Le poids de la neige. Ah ben oui, c'est à lire certainement. As-tu perdu le courant, toi, dans les dernières semaines? Pas chez nous. On sait qu'il y a eu des forts vents, 3 jours, des gens qui ont été 3 jours sans courant quand même. Tout est supposé de revenir dans l'ordre aujourd'hui, 1er novembre là, pour nous en ce moment. Donc, c'est dommage. Là. Je ne sais pas si on a vraiment quelque chose à dire là-dessus, mais je veux le noter. Ce que j'aurais peut-être à dire, c'est la chose suivante. J'entendais des gens... C'est la même affaire pour les travaux des municipalités. Quand tu fais des travaux des municipalités, tu te dis, c'est notre talent, une photo qu'on passe à côté parce que, bon, ils ont décidé de faire un trou en plein milieu de la rue, puis il faut que les choses se fassent. Oui. Et il faut avoir, je dirais, un peu comme Coder disait cette semaine, avoir la patience aussi face à cela. C'est pas la force L'électricité, c'est une autre affaire. L'électricité, c'est Dame Nature qui s'est effectivement assez bien déchaînée, merci, et qui a fait en sorte que, des poteaux ont été littéralement... beaucoup d'arbres qui ont tombé exact, sur les fils électriques. J'ai même écouté le témoignage d'un monteur de ligne qui disait on venait de réparer un poteau, on descend, puis il y a un autre arbre qui tombe sur le même poteau. Alors, tu comprends que ça là-dessus, l'impatience des gens... Quand ça fait 3 jours que tu n'as pas eu de courant chez vous, oui, je commence à comprendre ça. On est en automne. En plus, il faut que tu commences des fois à mettre du chauffage si tu n'as pas de... je disais qu'on a commencé encore une fois à se réacheter des génératrices pour pouvoir être en mesure de supporter. Mais encore là, il faut que les choses se fassent et il faut que les choses se fassent et ça prend du temps pour faire les choses. On ne veut pas que ça soit fait vite pour que ça rebrise. Exact. On prenne le temps de faire c'est comme, je sais pas moi, le journaliste qui couvre une campagne, pas une campagne, une actualité quelconque et on lui dit, bon, ben oui, puis ton texte, ben OK, garde, je viens d'assister à l'événement, là, je vais l'écrire mon texte, puis je vais te le mettre en ligne ou je vais te le produire. Mais il faut que tu prennes le temps de l'écrire. Ben oui. Alors, entre le temps où tu l'écris et le temps où ça s'est passé, des fois, peut-être que tu as un confrère à la radio qui crie plus vite que toi et qui l'a passé à la radio. On n'a pas perdu le scoop, là.
C'est-à-dire, moi, maintenant, il faut qu'on prenne le temps de faire les choses. Oui, à la radio, ils ont juste à le dire. Puis il faut qu'on prenne le temps de faire les choses. Et, c'est un peu, moi, ce que je dirais sur cet élément-là des tempêtes de vent, plus particulièrement que nous avons eues au cours des derniers jours. Parfait. On va aller au Québec, mais même partout dans le monde. On est dans une vague où il y a beaucoup de dénonciations au niveau du harcèlement et de l'agression sexuelle. On sait qu'on a parlé beaucoup des dernières années de culture du viol. Je le répète, là, dans la culture du viol, c'est pas le mot viol qui est important, c'est le mot culture. Parce que foncièrement, des fois, les gens, ils pensent même pas qu'ils sont méchants. Ils sont habitués à avoir des comportements qui sont juste. Puis les gens ont peur souvent de dénoncer parce que le poids porte souvent sur la victime et non pas sur l'harceleur ou l'agresseur. Bon, on a eu les frères Weinstein, Éric Salvaire, on a Gilbert Rozon, Kevin Spacey qui vient de rentrer en lice et il y en aura probablement d'autres. Ça brasse. Ça te fait toute qu'une onde de choc, ça. Oui, et il y a une importance des médias sociaux. Oui. Aussi là-dessus, OK? Parce que c'est des allégations, là. Il n'y a personne qui a été... Exact. Veut dire, il y a quand même là, certaines qui ont fait des plaintes là, officiellement. Ouais. Là, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Entre une plainte puis être prouvé coupable, il y a deux choses. On n'a qu'à se rappeler l'histoire de Gian Gomes. Exactement, OK? Comme on dit, la preuve appartient toujours à la victime, dans un certain sens, là-dessus. Moi, là, ce qui m'horripile un peu là-dessus, comment ça se fait qu'on a encore du monde en 2017 qui ne sont pas capables de se contrôler sexuellement? Moi, là, le problème de ces femmes qui ont été agressées, ça origine effectivement de l'agresseur. Là. Puis cet agresseur-là, là, on dirait que même s'il y a déjà, je te parle entre autres de Gilbert Rozon, on sait qu'il y a déjà eu une accusation. On pensait que c'était une erreur de parcours. Tu comprends, ça ne m'a pas l'air d'une erreur. Elle a l'air dans sa culture un vériboire, là, si on se fie aux allégations qui viennent de sortir là-dessus. Et ensuite, il y a la question de la domination par rapport au pouvoir. Et c'est ça, moi je trouve que c'est là que ça se passe. Ces gens-là, tout le monde est à genoux devant eux pour avoir une job, pour travailler avec eux, pour ça. Ils ont comme une espèce d'immunité, là. C'est ça, donc alors moi, ça me... Je trouve ça, encore aujourd'hui, on a-tu une façon de faire en sorte que ces individus-là puissent être mieux encadrés ou mieux suivis par des professionnels? Parce que ça a même affaire pour les personnes qui font des abus à l'endroit des mineurs, des jeunes. Tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire que c'est une maladie, je ne sais pas, là. Mais il y a aussi tout le processus judiciaire, parce que c'est complexe qui entre en ligne de compte. Exact. Parce que là, pour 2-3 ans, là, c'est toi qui as le fardeau de la preuve, tu es là, les gens te regardent, te pointent. Moi, je connais quelqu'un qui s'est arrivé, puis est obligé de se défendre à chaque semaine sur ce qui est arrivé. Je veux dire, c'est lourd à porter, là. Fait que je pense que dans le processus judiciaire, on devrait, sans je dire favoriser les victimes, mais au moins mettre le poids de la preuve aussi sur l'agresseur. Oui, en fait, oui, il aurait, mais il va toujours dire elle était consentante de sa façon. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. On a affaire là-dessus à un comportement animal et on le gère par des lois et un encadrement social où on se dit qu'il faudrait qu'on soit plus humain qu'animal. Mais le trouble, c'est qu'on est aussi des animaux et on le voit. En tout cas, on le voit. Les allégations nous le démontrent. Moi, là, c'est drôle, c'est l'agresseur que je me dis, pas pauvre lui, mais c'est un malade. Et il faut ces gens-là, en plus, qui sont du domaine du public, après ça, qu'ils soient prouvés coupables ou non, leur carrière est terminée. Là. Je veux dire, ça va être extrêmement difficile pour eux. Là. Je ne sais pas ce qu'il y en a pour toi, mais ça m'amène à me dire, ouais, mais moi, là, dans mon comportement sexuel, là, je suis le même aussi, moi, là. Ouais. Tu sais, je ne pense pas, là. OK, je ne voudrais pas faire partie des mauvaises humeurs ici.
mais ça t'interroge. Mais tu as Tu sais- raison. Moi, je suis revenu un peu sur mon passé. Puis, tu sais, comme adolescent, je me disais des fois, Exact, c'est j'ai ça. toujours été approprié. Là, tu sais, je veux dire, c'est simple, je pense, de se poser la question. Oui, ben, Puis, moi, je pense que ça nous amène à le faire. Ouais. Puis, je trouve aussi qu'au niveau de l'éducation qu'on fait aux enfants, ça prend une éducation sexuelle en jeune Ouais. âge. Parce qu'en ce moment, on dirait qu'on fait une éducation auprès des jeunes filles pour leur apprendre à se protéger, mais c'est pas ça qu'il faut C'est faire. pas une éducation Il faut sexuelle. éduquer aussi les garçons Oui. sur le respect, sur Oui. l'égalité des sexes. Oui. Ça, je pense que c'est primordial. Et là-dessus, on est effectivement au niveau du comportement social, de la sexualité, si je peux m'exprimer ainsi, là, qu'il faut embarquer. Et ça, là-dessus, oui, ça mériterait certainement d'être bien encadré ou mieux expliqué, parce que les questions de valeur là-dessus, les questions de respect sont importantes et ce sont des raisons sociales, ça, plus particulièrement. OK, bon, on va continuer au niveau des allégations. Tu suivi un peu la crise Guy Ouellet, UPAC, où là, au bout du compte, M. Ouellet a pris la parole hier à l'Assemblée nationale, donc il y avait une immunité, là, tout ce qu'il pouvait dire plein de choses sans jamais pouvoir... Mais il n'a pas dit grand-chose. Et du côté de l'UPAC, Ouais. on n'a pas dit grand-chose non plus. Fait qu'on se retrouve comme dans un... Je sais pas, on est comme dans un drame avec pas d'informations. C'est comme si on dit, on a étiqueté, voici un drame, mais on ne peut pas vraiment savoir de quoi on parle. Oui, parce qu'il va aller ailleurs. Ouais. On est dans la procédure d'une enquête. D'une Longue. enquête, oui, Longue et qui est fastidieuse. longue, qui a été fastidieuse, mais on est dans la procédure d'une enquête. Est-ce qu'il y a eu un jeu pour permettre, parce que M. Ouellet dit qu'il est victime d'un coup monté. d'un coup monté. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ce sens-là pour faire provoquer quelque chose? Est-ce que c'est la technique? On ne le sait toujours pas. Non, Et c'est là que ça devient maintenant. Il y a quand même, il ne faut pas oublier, ils sont allés chercher. C'est sûr que l'UPAC enquête sur les politiciens. Mais ils sont allés chercher un politicien. Ils n'ont pas porté d'accusation. Ils l'ont arrêté. Étoile. Oui, non, Tu c'est n'accepterais pas ça, toi, comme simple citoyen. Et c'est ça là, qui est dérangeant dans l'affaire. Mais en même temps, Qui est dérangeant. on montre qu'ils n'ont pas d'immunité, que s'ils sont coupables, on va quand même... Ah oui, ça, c'est quand. Oui, si tu es coupable, là, tu vas être. Puis tu sais, des allégations de corruption au niveau du Parti libéral, c'est pas la première, ce sera probablement pas la dernière. Non. Il y en a eu beaucoup des histoires qui ont été prouvées Exact, ou pas, mais exact, tu sais, exact. c'est un peu dans la culture d'entreprise. Oui. L'élément là-dessus, c'est quand même grave, je pense, de voir un homme public et politique qui se retrouve dans une action policière qui, au grand jour, et à qui on ne porte pas Ouais, c'est ça. l'accusation. C'est C'est là-dessus. là. Je sais que l'UPAC dit il y aura des accusations, vous verrez, mais là, hey, moi, puis toi, c'est quoi le coup de théâtre? Ouais. là? Puis moi, Dans je- un sens, y a-tu un coup monté? Ouais, ouais. C'est pour ça que je te dis, probablement, au moment où on se parle, on dirait tout le monde a raison. Ouais. Mais tout le monde a raison sur quoi? Oui, c'est ça. On n'a C'est comme sur pas quoi? d'informations. Ah non, on n'a pas d'informations là-dessus. Puis tous les spécialistes ont leur théorie, mais au bout du compte, on n'a pas d'informations. Moi, je trouve ça triste pour Guy Ouellet, dans le sens où c'est un gars qui me semblait très intègre, qui a travaillé avec la police, qui a travaillé contre le crime organisé, qui a fait des... En tout cas, c'est l'impression que moi j'avais. Rendu là, ça reste une impression. Ah oui. Maintenant, qu'est-ce qui va en advenir? Je pense que le débat n'est pas fini là-dessus, sur cette question-là, et sur même la question d'arrêter quelqu'un pour sans lui faire porter l'accusation. Parce que quand tu fais une arrestation légalement, OK, il faut qu'il y ait des accusations, il faut même que tu sois présenté devant la justice dans le jeu, au moins devant un juge, au moins dans je me sens c'est 24 ou 48 heures là, après ton arrestation. Et là, on ne comprend plus rien. Là. Il est où? Là, j'aurais quasiment envie de dire on en est-tu encore dans l'émission District 31? Oui, mais on dirait que c'est dans l'air du temps en ce moment. On dirait que la réalité dépasse la fiction. Oui, en tout cas,
pour pas revenir sur le truc d'agression sexuelle, mais les écrivains de House of Cards, quand il y a eu l'élection de Donald Trump, tout ce qui s'est passé, c'est un peu ce qu'ils ont dit. On dit, on ne sait pas si on va être capable de continuer. On dirait que la réalité est plus enivrante que la fiction qu'on a. Que la fiction, effectivement. Et il y a quand même un gars qui s'est fait élire aux États-Unis alors que des femmes avaient dénoncé son comportement. On dirait que plus personne n'en parle. Oui, mais aux États-Unis, c'est dur de dénoncer parce que tu te fais taper sa tête assez rapidement. Oui, assez rapidement. OK. Je veux parler aussi, la loi sur la neutralité religieuse. OK. Y aura-t-il une loi? Il y a une loi. Ouais. Elle va-tu être applicable? Non. C'est pas juste ça. Je trouve qu'on se complique la vie. Le rapport Bouchard-Taylor était tellement simple. Les recommandations étaient super simples à appliquer. Et 10 ans plus tard, on arrive avec ça qui est comme un pétard mouillé, là, et là, on est en se justifier. Normalement, si la loi est bonne, puis si elle applique les recommandations, il n'y a même pas de question. Je veux dire, c'est ça. Le rapport nous a dit ça, on fait ça. Là, on est toujours à tergiverser entre 2-3 affaires, à se justifier, à non, ça va être ci, le lendemain, ça va être ça. C'est lourd. Oui, et moi, j'aurais quasiment envie de dire, ça me fait penser un peu à Netflix aussi, ça, avec l'affaire de Mme Joly. Ça me fait penser qu'on prépare une loi, une entente, et voilà le principe sur lequel on fonctionne. Et dans son application de cette loi ou de cette entente-là, les principes sont rendus ailleurs. Mm-hmm. Et ça me fait penser à quelqu'un qui est allé à un cours, tu es à un examen, et il ne te donne pas tout à fait la bonne réponse que tu vas avoir, mais il te donne une réponse qui peut, qui est sans être à côté, qui pourrait être acceptable. Alors toi, comme correcteur, tu es en interrogation sur comment est-ce que je le corrige. Je lui donne-tu bien ou je lui donne-tu mal? Et on est là-dessus. Les deux ministres, c'est ça, et ça me surprend de la ministre de la Justice au Québec là, qui a préconisé cette loi. Et on dirait qu'elle a mal appris son rôle, ses principes. Ouais. Hey, une journée, elle dit, ben oui, c'est demain que ça va s'appliquer demain, puis le lendemain, elle dit, non, c'est demain comme ça. Mais c'est parce qu'on sent que les gouvernements gouvernent de plus en plus par sondage. Ah, c'est populaire, on y va comme ça. Finalement, c'est pas populaire. Ah non, c'était pas ça, on va faire ça, là. Exact. Sans que ça soit sur les sondages, c'est un peu sur les opinions. L'opinion publique. On en est davantage sur des opinions que sur des faits. Et je pense qu'une loi, ça se doit d'être construite non pas sur une opinion, mais sur des faits, du pragmatisme, des principes et c'est avec ça, des valeurs, que tu vas travailler pour faire ta loi. Et là, actuellement, on a semblé avoir pondu un document qui met aussi, qu'on le veuille ou non, dans les accusés, la population québécoise au départ. Ouais. Ça va avec toute la commission sur le racisme systémique qui est abandonnée. C'est ça, mais tu ne peux pas juste... lancer ça en disant on va vous le régler, pas mal, on va en jaser. Ouais. Mais là, oui, t'en jases. Mais en jasant, tu te dis, comment ça se fait que c'est moi là, qui est juste le coupable là-dedans? Il faut faire attention, je pense. Mais moi, les études, les consultations, je dis pas que ça ne sert pas, mais des fois, je me dis, mettons qu'on met là, 100 000 $ dans une consultation. On pourrait-tu essayer de mettre ce 100 000 $ sur une piste de solution? Et après ça, on va voir tout de suite, ça marche pas. On aurait des constats réels. On n'aurait pas juste des réflexions où on ne sait pas finalement, parce qu'on dirait que de toute façon, le 3/4 des rapports ou des enquêtes comme ça sont tablettés. Mais là, on ne reviendrait pas à la formule essai-erreur. Tu comprends? Et je pense que là, la formule essai-erreur... mais dans la vie, ça m'a bien servi. C'est peut-être celle-là qui est la plus pratiquée, tu me diras. Ouais, en tout cas. Mais au moins, on a quand même certains outils quand tu fais une consultation qui te permettent de pouvoir identifier, quand elle est bien menée,
les problématiques, s'il y en a, ou encore des éléments de solution aussi, s'il y en a. Oui, mais j'ai l'impression que les consultations sont plus là pour gagner du temps, calmer la grogne populaire, puis après ça, on ne fait pas grand-chose avec. Tu sais, Bouchard-Taylor, c'est ça, là. Regarde, je te dirais qu'est-ce qui se passe avec les femmes autochtones, avec celle qui est menée par là, on dit que c'est supposé d'être l'an prochain, là, ça va peut-être étirer de 2 ans. Puis non seulement ça, c'est que... Après, qu'est-ce qui va se passer? Exact. À quoi ça va servir? Tu sais, j'écoutais des témoignages de personnes qui sont allées témoigner ou qui ont fait des mémoires pour cela et qui disaient que on ne sent pas qu'il va y avoir une action. Ouais. OK? Et ça, c'est fondamental dans ce genre de problème. On en connaît un, là. On parle d'agression, là. Ouais. Hein? Des agressions sexuelles chez une minorité chez nous, OK? Qui est un peuple fondateur aussi. On le sent et on le vit et on l'entend. Et on se dit, ouais, bon, on a-tu fini de l'entendre? Ouais. C'est quoi la solution qu'il faut amener? On fait quoi maintenant? Exact, on va faire quoi? OK, dernier petit sujet avant de terminer. Lundi, il y a eu une première grève dans les CPE partout au Québec, aussi au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faut comprendre que les gens qui travaillent dans les CPE ça fait 2 ans et demi qu'ils sont sans contrat de travail. Sans contrat de travail. Ça commence à faire long. Vous pouvez peut-être les critiquer, mais imaginez que ça fait 2 ans et demi que vous êtes sans contrat de travail. Peut-être que vous perdriez patience. Et je tiens à dire, en tout cas dans le CPE où mes enfants vont, ils donnent un service de qualité, c'est exceptionnel. Et c'est pas la base de notre société, ça, que nos enfants soient amenés, stimulés, surveillés. Tu sais, et là, je trouve que c'est des économies de bout de chandelle quand on va donner des gros montants à des corps de métier que je nommerai pas, là. Tu sais, je veux dire, on dirait que c'est tout le temps 2 poids, 2 mesures. Puis quand ça touche ces gens-là qui sont souvent des femmes, puis que c'est pour nos enfants. Est-ce que c'est parce que les enfants ne vont pas voter qu'on leur en donne pas? Non, mais tu sais, à un moment donné, j'ai cette question-là. On voit que les jeunes vont moins voter. Et là, on dirait que les politiciens le savent. Ils ne proposent rien aux jeunes. Tu sais, on est tout comme là-dedans. En tout cas, moi, je tiens à donner mon appui au personnel des CPE dans ce mouvement. Il y a déjà eu des journées, hein, je me souviens d'en avoir couvert justement au début lors de des demi-journées, mais pas les CPE au complet. Il restait, comme on dit, un service de base essentiel. Mais pour une première fois, que tout le monde quitte, ça a été pour des parents fort probablement certaines problématiques. Bon, bien génial. Sinon, l'hiver arrive. Es-tu prêt pour ton hiver? Ton garage est prêt? Mon garage est prêt, maintenant terminé. Il me reste quelques petites choses à faire pour le mettre en hiver comme il faut, mais tout est fait. Super. Donc, on vous incite 2 choses. Allez mettre vos pneus d'hiver. Ça arrive vite. Quand ça va tomber, vous allez être content de les avoir. Et deuxièmement, allez voter. C'est important. Vous êtes citoyen, c'est un droit ainsi qu'un devoir que vous avez. Vous pouvez faire partie de la solution. Allez donner votre point de vue. Mais avant d'aller le donner, informez-vous. Allez écouter nos émissions, allez écouter les entrevues qu'on a faites, allez écouter les débats, les conférences de presse des différents candidats. Allez vous informer pour voter de manière éclairée selon vos convictions et vos valeurs et non pas juste sur le look d'un candidat comme certains peuvent le faire là-dessus. Bonne semaine, bonne soirée électorale. Merci. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine. Moi, c'est sûr que l'entourage en tant que tel ici, dans mon projet, là, ça a été un peu
Vraiment, vraiment très important, là. Moi, quand j'ai démarré ici, le rang que j'ai bâti mon entreprise, là, les fermes voisines, je les connais pas. Puis la journée que j'ai bâti ma serre, ils sont arrivés à 6 h du matin, ils sont venus mettre ma toile avec moi. Je connais aucunement ces personnes-là. Ils ont amené du café, des galettes. Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, on dirait que j'avais comme une famille alentour de moi qui venait m'aider. Tu sais, quand j'ai démarré ici en 2013, on commençait à empoter. J'avais 12 000 plantes à empoter. J'avais aucun employé. Puis j'avais la serre qu'on a montée. Puis par la suite, pour l'empotage de ça, j'ai des amis qui venaient le soir empoter avec moi. J'ai des amis qui ont pris des congés pour moi, des semaines de vacances pour moi. Fait que tu sais, j'ai vraiment un gros entourage qui, comme était là, puis on a dit on va te démarrer jusqu'à temps que tu sois capable, que tu sois autonome, puis que tu aies un certain revenu pour vivre sur tes propres ailes, là. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.